Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous allez mieux que moi. Alors il se peut que déjà il y a des cuts alors que j'ai à peine parlé car ma toux n'est toujours pas partie, mais j'ai promis que je ferai une vidéo ce dimanche, donc je vais essayer de forcer et de m'obliger à lire parce que sinon après il n'y a plus rien qui sortira car j'ai été malade comme je vous l'avais déjà prévenu, mais quelque chose depuis quelques années maintenant, c'est devenu chronique, c'est que quelle que soit la maladie que j'ai, angine, bronchite, peu importe, j'ai tous les symptômes classiques, mais la toux s'immisce tout le temps en fait, et tous les autres symptômes après s'en vont, mais la toux elle reste pendant au moins 5 à 6 mois, donc il est évident que je ne vais pas arrêter de lire 5 à 6 mois. Ce soir nous allons pas avoir un fond feu de camp car il faut que je me rachète des nouvelles bougies, donc on va avoir un petit bruit apaisant de pluie, j'espère comme d'hab que ça vous plaît. Enfin, moi personnellement j'aime la pluie pour m'endormir, donc je pense que c'est bon. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop de ne rien avoir sorti il y a, je crois, 2 dimanches. Normalement, à chaque fois, je vous dis que je vais essayer de faire en sorte de lire, mais blindé pour dire d'être bien en avance sur plein de dimanches pour, comme ça, si jamais je tombe malade, ce n'est pas grave. Vous avez vos vidéos, mais à chaque fois, je lis au compte-gouttes, donc tant pis pour moi. Ce soir, nous allons lire La Rue Maudite. J'espère que c'est bien. Pour me rattraper, je vais essayer aussi de lire longtemps, au moins une bonne heure. On verra ce que ça donnera au niveau de ma voix. Donc comme d'habitude, installez-vous confortablement et je vous souhaite une bonne écoute. Irène, ça me donne la chair de poule, gémit mon ami Martin en me tirant par la manche. Lâche-moi, murmurai-je, tu me fais mal. Martin ne semblait pas avoir entendu. Le regard fixé droit devant, il me serra le bras très fort. Arrête, chuchotai-je en me libérant d'un mouvement brusque. J'avais peur moi aussi, mais je ne voulais pas l'admettre. Il faisait si sombre. Je plissai les paupières pour essayer de deviner quelque chose, et, soudain, je distinguai une lumière blafarde à l'horizon. Martin baissa brusquement la tête, mais j'eus le temps de voir une lueur d'effroi dans ses yeux. Il s'accrocha de nouveau à mon bras et respira bruyamment en haletant. Ça, par exemple, j'avais beau ne pas en mener très large, je ne pouvais m'empêcher de sourire. J'adorais voir Martin dans cet état. C'était méchant, je l'admets, mais ma joie était facilement explicable. Martin se vante toujours d'être plus courageux que moi. D'ordinaire, c'est lui, le héros, et moi la mauviette. On y voyait de mieux en mieux. J'entendis des crissements. Quelqu'un toussa derrière nous, mais ni Martin ni moi ne nous retournâmes. Nous attendions. Soudain apparut une palissade, une longue palissade en bois, à la peinture délavée et écaillée. Une pancarte, peinte à la main, y était accrochée. Danger, défense d'entrée. Ensuite, il y eut des grattements, légers tout d'abord, puis plus forts, comme si des griffes géantes raclaient la clôture de l'autre côté. J'essayais de déglutir, ma bouche était sèche. J'avais une furieuse envie de m'enfuir, mais si je le faisais, Martin ne manquerait pas une occasion de me le rappeler. Je restais donc près de lui, à écouter les grattements qui devenaient de véritables coups de butoir. Quelqu'un essayait d'abattre la palissade. Nous longeâmes la barrière. Vite, plus vite. Le bruit nous suivait. C'était devenu un bruit de pas géant. Nous étions déjà venus dans cette rue vide, Martin et moi. Ce soir, les flaques d'eau sur le trottoir brillaient comme du métal sous la lumière jaunâtre des réverbères. Martin m'attrapa la main. Les coups avaient redoublé d'intensité et la palissade s'était mise à trembler. Toute la rue vibrait, d'ailleurs. Les pas retentirent plus fort, plus près. « Martin !» murmurai-je d'une voix étouffée. Avant que je puisse prononcer un autre mot, la palissade s'écroula et le monstre se précipita. Il avait une tête de loup avec des babines retroussées sur de grandes dents blanches, et son corps ressemblait à celui d'un crabe géant. Lentement, il balança 4 immenses pinces griffues devant lui et les fit cliqueter les unes contre les autres. Puis il ouvrit sa gueule en grand et laissa échapper un grognement guttural. Non ! Martin hurla de terreur, et moi aussi. Nous essayâmes de nous enfuir. Mais où aller ? Le crabe-loup rampait vers nous sur ses pinces à moitié repliées. Une voix s'éleva dans l'obscurité. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, les enfants. Je ne vois pas l'écran. » Martin me jeta un regard surpris.
Pour toute réponse, je haussai les épaules. Je me sentais idiote. Nous retombâmes sur nos sièges sans rien dire. Sur l'écran, le crabe loup détala dans la rue à la poursuite d'un petit garçon sur son tricycle. « Qu'est-ce que tu as, Irène » chuchota Martin à mon oreille. « Ce n'est qu'un film, tu sais. Pourquoi as-tu crié comme ça ?»« Toi aussi tu as crié. Seulement parce que tu hurlais de terreur. »« Chut !» ordonna quelqu'un. Je m'enfonçai dans mon siège, gêné. Il y avait bien des craquements tout autour de moi, mais ce n'étaient que des gens qui mangeaient du pop-corn. Sur l'écran, le crabe loup tendit ses grandes griffes bleues et attrapa l'enfant sur le tricycle. Clic, clac, gloups, le garçonnet disparut entre ses mâchoires. Adieu, petit. Toute la salle éclata de rire. Ce qu'il y a de réellement bien dans les films, les dents qui claquent, c'est qu'on crie de peur et qu'on rit en même temps. Ce sont mes films d'épouvante préférés. À la fin, des policiers attrapèrent le crabe loup. Ils le firent bouillir dans une immense marmite remplie d'eau, puis ils servirent des portions de crabe à tous les habitants de la ville. Une fin parfaite, quoi. Martin et moi nous applaudissions à tout rompre. L'impasse des dents qui claquent, numéro 6, était sans conteste le meilleur de la série. Ensuite la lumière se ralluma dans le cinéma. Nous remontions l'allée en essayant de nous frayer un chemin dans la foule, quand deux adultes nous barrèrent la route. Ils discutaient ferme. « Les effets spéciaux étaient superbes, déclara l'un. « Comment ça, des effets spéciaux ? Tu veux dire que ce n'était pas vrai ?» répliqua l'ami, l'air faussement étonné. Ils éclatèrent de rire. « Pas mal ce film, » commenta Martin, détaché. « Quoi ? Seulement pas mal ?» protestai-je, indigné. « Oui, ça ne m'a pas fait assez peur. C'est bon pour les enfants. Les dents qui claquent numéro 5 étaient bien plus effrayants. » Je levai les yeux au ciel, exaspéré. « Mais enfin, Martin, tu as hurlé de terreur. Tu as bondi de ton siège. Tu m'as attrapé le bras et... » « Seulement pour te rassurer. Tu tremblais de frayeur, » répliqua-t-il avec un sourire satisfait. Quel menteur. Pourquoi ne veut-il jamais avouer qu'il a peur ? Sans doute pour mettre un terme à la conversation, Martin avança le pied et essaya de me faire trébucher. Je fis un saut de côté et heurtai une jeune femme. « Et là, faites un peu attention, les jumeaux !» s'écria-t-elle. « Nous ? On n'est pas des jumeaux !» Nous n'avons pas le moindre lien de parenté, et pourtant les gens pensent toujours que nous sommes frères et sœurs. C'est vrai qu'on se ressemble beaucoup. Nous avons 12 ans tous les deux. Nous sommes plutôt petits, avec des visages ronds, des cheveux noirs courts et des yeux bleus, sans oublier nos nez retroussés. « Tu sais ce qu'il y a de plus chouette dans ce film ?» demandai-je après m'être excusé auprès de la dame. « Non ? Quoi ? On est les premiers enfants du monde à l'avoir vu. »« Ouais, génial !» cria Martin en me tapant dans la main, à la manière des rappeurs. Comme mon père travaille dans le cinéma, il nous avait obtenu des invitations à la première du film. Tous les autres spectateurs étaient des adultes. Martin et moi étions les seuls enfants dans la salle. « Tu sais ce qui était vraiment bien aussi ?» poursuivis-je. « Les monstres. Ils avaient l'air tellement vrais. » Martin fronça les sourcils. Moi, j'ai trouvé la femme méduse électropercutante complètement bidon. Elle ressemblait plus à une grosse patate molle qu'à une méduse. J'éclatai de rire. « Alors pourquoi tu sursautais quand elle a électrocuté tout un groupe d'adolescents ? » ?»« Je n'ai pas bougé, c'est toi. »« Sûrement pas. Tu as eu peur parce que ça paraissait réel. Tu as même failli t'étrangler quand Super Toxique est sorti de la fosse de déchets nucléaires. »« Non, tu confonds. J'ai seulement un peu tremblé en voyant le débile du lait et ses bidules en proto-yaourt asphyxiants. »« Tu as eu peur, Martin, avoue-le. Parce que ça semblait complètement vrai. » « Dis donc, et si justement ils étaient tous vrais, s'il n'y avait pas d'effets spéciaux ? » ?»« Ne sois pas idiot. » Nous atteignions l'angle du couloir quand une ombre apparut soudain devant moi. Je n'eus même pas le temps de crier. Le crabe loup en personne se dressait devant moi, immense. Il ouvrit sa gueule pleine de dents et hurla à la mort tout en m'enserrant la taille dans ses énormes pinces bleues aux griffes acérées. J'ouvris la bouche pour hurler, mais seul un gémissement plaintif sortit de ma gorge. Horrifié, j'entendis les gens rire autour de moi, et comme dans un rêve, les immenses griffes glissèrent de ma taille et me lâchèrent. C'étaient des griffes en plastique. Une paire d'yeux sombres me fixait derrière le masque du loup. Des yeux humains, à n'en pas douter. Le monstre était donc faux. Je grimaçais, aveuglé par la lumière d'un flash. Quelqu'un venait de prendre une photo de la créature.
À cet instant, je vis un grand panneau rouge et jaune sur le mur. Vous avez aimé le film? Alors jouez avec le monstre. Désolé de vous avoir fait peur, dit l'homme déguisé en crabe-loup. Elle a peur de tout, déclara Martin dédaigneux. Je lui donnai une bourrade. Oh, ça va. Et si on allait voir mon père? Proposai-je en courant vers les ascenseurs sans attendre sa réponse. Le bureau de papa se trouve dans le même immeuble que le cinéma, au 29e étage. Pratique, non? Il fait un métier génial. Il construit des parcs à thème et invente des attractions. Par exemple, il a participé à la construction du parc préhistorique où on remonte dans le temps. Il y a là-bas des douzaines d'énormes robots dinosaures qui se promènent partout. Sans me vanter, mon père est un ingénieur de génie. Surtout en ce qui concerne les robots. Il n'a pas son pareil au monde. Il peut construire des robots qui font n'importe quoi. Il les utilise ensuite dans ses parcs. Ce sont ses enfants en quelque sorte. L'ascenseur s'arrêta au 29e étage. L'hôtesse d'accueil, qui nous connaît bien, nous salua d'un signe de la main. Je m'élançai devant Martin vers le bureau de papa, au bout du couloir. C'est plus une salle de jeu qu'un bureau d'ailleurs. Imaginez une immense pièce remplie de jouets, de personnages en carton-pâte et de modèles de monstres. Une caverne d'Ali Baba. Martin et moi, nous adorons vagabonder là-dedans. Il y a aussi un modèle réduit du casse-cou, les montagnes russes truquées que papa a fait construire. Il fonctionne réellement, et on passe des heures à le faire marcher quand papa nous laisse jouer. Ce soir-là, mon père semblait mécontent. Il était tout voûté sur son bureau et parlait au téléphone, la tête rentrée dans les épaules, les yeux baissés. Il pressait l'une de ses mains sur son front tout en marmonnant dans l'appareil. Martin et moi échangeâmes un regard interrogateur. Que se passait-il? Papa est très enjoué d'habitude. Il est grand, maigre et presque chauve. Il ne lui reste que quelques cheveux blonds derrière le crâne. Il a le teint très pâle et porte de grosses lunettes rondes à monture d'écaille. Martin et moi, nous nous tenions toujours sur le seuil de la pièce. Papa ne nous avait pas encore vus. Il avait ouvert le col de sa chemise et relâché son nœud de cravate. Mauvais signe. Nous nous sommes avancés doucement. Ce n'était pas le moment de le contrarier. Enfin papa raccrocha, puis il leva les yeux et nous vit. « Tiens, bonsoir vous deux, murmura-t-il. « Tu as un problème, papa ?» demandai-je. Il soupira, puis retira ses lunettes et se frotta le nez. « J'ai de très mauvaises nouvelles, Irène. De très, très mauvaises nouvelles. »« Qu'est-ce que c'est, papa ?» m'écriai-je. À ma grande stupeur, un sourire se dessina lentement sur le visage de mon père. Il m'avait joué un tour. « Je t'ai eu, s'exclama-t-il, les yeux brillants de malice. « Tu as encore marché. »« Tu exagères, répliquai-je furieuse, avant de foncer sur lui pour feindre de l'étrangler. Mais sa bonne humeur était communicative et j'éclatai de rire. Martin, toujours sur le pas de la porte, hocha la tête d'un air de reproche. « Plutôt ringarde votre blague, monsieur White. » Papa se dégagea pour ajuster ses lunettes. « Désolé, mais vous êtes tellement naïfs tous les deux. Je n'ai pas pu résister, ajouta-t-il en souriant. « En fait, j'ai de très bonnes nouvelles. »« Est-ce encore une de tes plaisanteries ?» demandai-je d'un ton soupçonneux. Papa, très mystérieux, se pencha alors sur son bureau pour prendre quelque chose. « Regardez ça. Savez-vous ce que c'est ?» Il nous tendait un objet qui tenait dans la paume de sa main. C'était un véhicule en plastique noir à 4 roues. « C'est une sorte de wagonnet, proposai-je. Plutôt une voiture de petit train. Vous voyez, les gens s'assoient sur des bancs à l'intérieur. Le tout est tiré par un moteur. Mais savez-vous où ce train va circuler ? On donne notre langue au chat. Allez, raconte-nous tout, s'il te plaît. Très bien, dit-il en souriant devant mon impatience. Ceci est le modèle réduit d'un petit train qui circulera dans les studios des Dents qui claquent. J'en restais bouche bée. Tu veux dire qu'on va enfin pouvoir visiter les studios ? Parvins-je enfin à demander. Je savais que papa travaillait sur ce projet depuis des années, mais visiter un lieu aussi fabuleux me paraissait impossible. En effet, répondit papa, nous allons bientôt l'ouvrir au public. Mais auparavant, je veux que vous le testiez, tous les deux. Hein ? Tu parles sérieusement ? J'étais tellement contente que j'avais envie de sauter au plafond. Super, s'exclamait Martin. J'ai conçu toutes les attractions, reprit papa. Je veux que vous soyez les premiers à monter dans ce train. J'ai besoin de votre opinion sur ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Super, répétait Martin en bondissant comme un cabri. Il va falloir que je lui attache une corde autour de la taille, songeai-je. Sinon, il va finir par s'envoler. Ça va être formidable, papa. Est-ce qu'on aura vraiment peur ?
Je l'espère bien. J'ai essayé de rendre ce circuit le plus effrayant et le plus réel possible. Vous rencontrerez tous les personnages des films d'horreur, et vous irez même dans l'impasse des dents qui claquent. La vraie? S'écria Martin. Oui. Super, super, super. Génial, complètement génial, m'exclamai-je, aussi enthousiaste que Martin. Soudain, il s'arrêta de sauter et redevint sérieux. Peut-être qu'Irène ne devrait pas venir, monsieur White. Elle est vite effrayée, vous savez. Quoi? Répliquai-je, abasourdi. Elle avait tellement peur pendant la projection du film qu'il a fallu que je lui tienne la main, insista ce gros lourdeau. Quel menteur! Fiche-moi la paix, lançai-je, furieuse. Si quelqu'un est trouillard ici, c'est toi, Martin. Papa leva les bras dans un geste d'apaisement. Calmez-vous, les enfants, il ne faut pas vous disputer. Au contraire, vous devez rester solidaires. Vous savez, vous serez tout seul dans le train. Demain, il n'y aura personne d'autre. Super, super, s'écria Martin, décidément à court de vocabulaire. Mais je dois avouer que j'étais très ému, moi aussi. Ce sera le plus beau jour de notre vie. Hein, Martin? Dis, papa, est-ce que maman peut venir aussi? Je suis sûr que ça lui plairait. Comment? Papa me regarda en plissant les yeux derrière ses lunettes. Il était devenu cramoisi. Je te demandais seulement si maman pouvait nous accompagner. Papa me dévisagea longuement. Tu vas bien, Irène? Demanda-t-il enfin. Oui, très bien. En fait, je me sentais bizarre tout à coup, et mal à l'aise. Pourquoi papa me regardait-il comme ça? Avais-je dit une bêtise? À propos de maman, peut-être? Papa m'entoura les épaules de son bras. Martin et toi, vous vous amuserez beaucoup mieux sans personne d'autre, tu ne crois pas? Oui, sans doute, répondis-je, peu convaincu. Pourquoi continuait-il à m'observer d'un air aussi méfiant? J'aurais bien aimé le lui demander, mais si jamais il se mettait en colère, je ne voulais pas qu'il revienne sur sa promesse de nous faire visiter les studios des dents qui claquent. Nous serons vraiment seuls? Demanda Martin. Oui, j'y tiens beaucoup. Martin m'adressa un large sourire. J'espère qu'on aura vraiment très peur, déclara-t-il en bougeant les sourcils de façon comique. Ne vous inquiétez pas, répliqua papa. Vous ne serez pas déçus. Le lendemain après-midi, mon père nous conduisit au studio des dents qui claquent. Quel temps lugubre, murmurai-je. Parfait pour visiter les studios des dents qui claquent, déclara Martin joyeusement. Il était tellement énervé qu'il arrivait à peine à rester assis. Je ne l'avais jamais vu dans un état pareil. Nous nous sommes engagés sur la route traversant les collines d'Hollywood. Au fur et à mesure que nous grimpions, le ciel s'assombrissait. « J'espère qu'il ne va pas pleuvoir, » dis-je en regardant la brume qui s'accrochait aux crêtes des collines. Papa gloussa de rire. « Tu sais bien qu'il ne pleut jamais à Los Angeles. »« Quel monstre allons-nous voir » demanda Martin. « Le contractueur? Le chef des affreux ?» Papa plissait les yeux derrière ses lunettes, très concentré sur sa conduite. « Je ne vous le dirai pas, répondit-il. Je veux que ce soit une surprise. D'ailleurs, nous arrivons. » La route était plate à présent. Sur un énorme panneau était écrit en lettres couleur de sang le nom que nous attendions avec tellement d'impatience. Les studios des dents qui claquent. Papa ralentit, puis s'arrêta devant un énorme portail en fer. Un gardien, assis dans une petite guérite noire, lisait le journal. Au-dessus de sa porte, il y avait une guirlande de lettres d'or. « Prenez garde » déchiffrai-je en frissonnant. Puis je vis le chien qui grognait à ses pieds en montrant les dents. Pas commode, le molosse. Le garde daigna enfin lever les yeux vers nous. Il fit un grand sourire à papa, puis appuya sur un bouton. Le portail s'ouvrit aussitôt avec un grincement sinistre. Nullement impressionné, papa alla se garer dans un grand hangar blanc où il n'y avait que 3 ou 4 voitures. « Quand nous ouvrirons la semaine prochaine, ce parking sera archi plein, » déclara papa. « Du moins, je l'espère. »« Et aujourd'hui, il n'y a que nous. Youpi !» s'écria Martin en sautant de la voiture. « On a vraiment de la chance, renchéris-je. » Quelques minutes plus tard, nous étions devant le bâtiment principal. Il donnait sur une rue très large. Parallèlement au trottoir couraient 2 rails étincelants. Le quai était à peine indiqué par un petit auvent de toile noire où un crâne blanc avait été peint. La rue descendait plus loin, menant à une douzaine d'immeubles dispersés jusqu'au pied de la colline. Papa désigna du doigt 2 grands bâtiments. Là-bas, ce sont les salles de tournage. Est-ce qu'on passe dedans avec le train? Où est l'impasse des dents qui claquent? Où sont les monstres? Est-ce qu'ils tournent un film en ce moment? Demanda Martin, surexcité. Papa posa les mains sur ses épaules.
Du calme, Martin, tu vas disjoncter si tu continues. Et tu ne survivras pas à la visite. Il faudrait peut-être le tenir en laisse, suggérai-je. Ouah, ouah, fit-il. Je n'avais pas envie de rire. Je regardais le brouillard s'épaissir encore, et je frissonnais. L'air était froid et humide. Quel temps bizarre. Vous êtes là uniquement pour le train, nous expliqua papa. Il fonctionne en pilotage automatique, et je vous conseille de ne pas descendre avant d'être arrivé à bon port. Alors on ne pourra pas marcher dans l'impasse des dents qui claquent ? Gémit Martin. Non, ce n'est pas autorisé. Vous devez absolument rester à bord. Je vous attendrai ici, sur le quai, ajouta-t-il en se tournant vers moi. Soyez bien attentifs, surtout. Je veux que vous me racontiez chacune de vos impressions. Et ne vous inquiétez pas si tout ne marche pas parfaitement bien. Il y a encore des détails à régler. Et voilà le train, s'écria Martin. Il y avait 6 wagonnets avec le toit ouvert, tous construits comme des sièges de montagnes russes. Ils étaient peints en noir. Le fronton du premier avait en plus un crâne blanc grimaçant. Une jeune hôtesse, vêtue d'un uniforme noir, était assise dans le wagon de tête. Elle nous fit un signe de la main et sauta du train dès qu'il s'arrêta. « Bonjour, je m'appelle Linda. Soyez les bienvenus au studio des dents qui claquent. » Elle sourit à papa. Ses cheveux roux volèrent au vent. Papa lui rendit son sourire. « Bonjour, Linda, dit-il. » Il nous poussa doucement en avant, Martin et moi. « Voici vos 2 premières victimes, ajouta-t-il. Linda éclata de rire. « Et comment s'appelle-t-elle ?»« Moi, c'est Irène. Lui, c'est Martin. On adore les films d'épouvante, mais on n'est pas des victimes. » Mieux vaut tirer les choses au clair tout de suite, me dis-je. Quelquefois, papa a un drôle de sens de l'humour. « Pouvons-nous monter dedans ?» demanda Martin. « Bien sûr. Où vous voulez. »« Génial !» s'écria Martin. « Et au revoir. » Il monta dans le train et papa rit à son tour. Je crois qu'ils sont prêts à partir, ces deux-là. La jeune femme repoussa les cheveux de son visage et son expression devint grave. Elle était vraiment très jolie. D'abord, j'ai quelque chose à vous donner, les enfants. Elle se pencha dans le wagonnet où elle avait été assise et en sortit un sac de toile noire. Elle exhiba un pistolet en plastique rouge. On aurait dit une arme de science-fiction, comme dans la série Star Trek. Voilà, c'est un claqueur à rayon paralysant. Faites bien attention surtout, ajouta Linda, en plissant ses yeux verts. Il peut pétrifier un monstre à plus de 60 mètres de distance. Elle me tendit le pistolet, puis se mordit la lèvre inférieure, comme si elle avait peur, comme si elle regrettait son geste. Ne tirez pas à moins d'y être obligé, reprit-elle, et j'espère sincèrement que vous n'en aurez pas besoin. J'éclatai de rire. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Ce ne sont que des jouets. Pour toute réponse, elle plongea la main dans son sac et en retira un autre claqueur. Puis elle s'avança vers Martin pour le lui donner. Mais soudain, elle trébucha sur une corde qui traînait sur le quai. « Oh !» Son cri de surprise retentit en même temps que le pistolet, pointé dans sa direction, claqua dans sa main. Pan ! Linda se pétrifia instantanément sur le quai. Seuls ses cheveux volaient encore au vent, comme de longs fils de soie. « Linda, Linda !» criai-je. Martin en restait bouche bée. Il émit enfin une sorte de gargouillement. Affolé, je me tournai vers papa. « C'est horrible, on ne peut pas la délivrer ?» À ma grande surprise, papa souriait. Et Linda aussi. Au bout de quelques secondes, je compris enfin. Il plaisantait. C'était la première surprise du circuit des dents qui claquent, expliqua Linda, en abaissant le pistolet vers le sol. Elle posa la main sur l'épaule de Martin. « Je t'ai bien fait claquer des dents, n'est-ce pas ?»« Pas du tout. Je savais que c'était une blague. J'ai fait semblant d'avoir peur. »« Allons donc, Martin, protestai-je. Si tu avais eu un dentier, tu l'aurais perdu. »« Peu. Tu crois vraiment que je me laisserai impressionner par un stupide pistolet en plastique ?»« Il est temps de partir à présent, » nous interrompit papa. Nous ne nous sommes pas fait prier. En un éclair, j'avais rejoint Martin. Je cherchais des yeux une ceinture de sécurité ou une barre d'appui. Curieusement, il n'y avait rien de tout cela. « Vous venez avec nous ?» demandai-je à Linda. « Non, vous serez tout seul, » répondit-elle en tendant son claqueur à Martin. « Mais vous êtes armé, au cas où. »« Ouais, merci, » marmonna Martin. « C'est vraiment un truc de bébé, ce machin. »« À tout à l'heure, amusez-vous bien, » déclara papa. « Surtout restez toujours à bord, » ajouta Linda. « Ne vous penchez pas à l'extérieur,
et ne vous levez pas quand le train est en marche. Elle appuya sur un bouton avec son pied et le train s'élança. Sous le choc, Martin et moi fûmes rejetés en arrière, puis le train avança plus doucement. Le premier arrêt, c'est l'horrible maison hantée, nous informa en criant Linda. Bonne chance. Je me retournai. Elle nous adressa un signe de la main. Une forte brise souffla dès que le train se mit à descendre la colline. Soudain, il fit très sombre et les immeubles disparurent dans le brouillard. Quelle idiotie, ronchonna Martin en tournant le pistolet dans ses mains. Pourquoi aurait-on besoin d'une arme en plastique? J'espère que le circuit n'est pas fait pour les bébés. Et moi j'espère que tu vas arrêter de te plaindre. Tu te rends compte de notre chance? Nous allons voir toutes les créatures des films des dents qui claquent. Génial, non? Les immeubles paraissaient vides. En tout cas, ils n'étaient pas éclairés. Je veux voir les petits loups, reprit Martin en faisant le compte des monstres sur ses doigts. Le loupio, la loupiote, et aussi Doc Piranha, le capitaine Mortibus, le grand dingo mutant et... Regarde, m'exclamai-je en lui tapant sous l'épaule. Là-bas. Du doigt, je désignai l'horrible maison hantée. Alors que le train s'engageait dans un tournant, elle surgissait du brouillard. C'était une vieille demeure dont le toit et les grandes tourelles pointues s'enfonçaient dans le ciel gris. Les murs semblaient s'effacer dans la lumière crépusculaire. Le train s'approchait rapidement. Devant la façade, d'immenses herbes folles s'agitaient sous la brise. Les volets de la maison étaient écaillés et disloqués. Seule une fenêtre était éclairée. Comme nous passions devant le porche au plancher défoncé, une balancelle toute rouillée se mit à bouger. Naturellement, elle était vide. J'étais enchanté. Peu, cette maison a l'air beaucoup plus petite que dans le film, grommela Martin. Mais non, c'est exactement la même. Je me détournai de lui et examinai la clôture en fil de fer barbelé. De quoi décourager tous les visiteurs. Comme le train longeait l'un des côtés de la maison, le portail rouillé s'ouvrit d'un coup dans un horrible grincement. « Regarde !» Du doigt, je désignai les fenêtres du premier étage où des squelettes se balançaient d'avant en arrière, comme s'ils étaient pendus au plafond. « Pas mal, reconnut Martin, mais pas très original. » Il leva son pistolet en plastique et fit semblant de tirer sur les squelettes. « Pan ! Pan !» murmura-t-il entre ses dents. Le train contournait toujours l'horrible maison hantée. Des cris de terreur nous parvenaient de l'intérieur, et les volets n'arrêtaient pas de claquer. Les bruits devenaient assourdissants. La balancelle bougeait d'avant en arrière, inexorablement, comme si un fantôme l'occupait. « On va rentrer dans cette maison, oui ou non ?» demanda Martin, impatient. « Assieds-toi et arrête de gémir, répliquai-je sèchement. La visite vient juste de commencer, alors ne me gâche pas tout, d'accord ?» Il me tira la langue, mais se cala de nouveau contre son siège. À cet instant, un long hurlement traversa la nuit, suivi d'un cri à vous glacer le sang. Manifestement, c'était un signal, car le portail s'ouvrit et le train entra dans la cour. Au milieu du jardin, il prit de la vitesse, bondissant vers la maison. Il y avait une pancarte au-dessus de la porte arrière. « Visiteurs, abandonnez tout espoir. »« Nous allons nous écraser, paniquai-je. Je baissai la tête et levai les mains pour me protéger. Mais à ma grande surprise, au dernier moment, la porte s'ouvrit en grinçant et le train s'engouffra dans la maison à toute allure. Puis, inexplicablement, il ralentit. Je baissai les mains et me redressai pour regarder autour de moi. Nous étions dans une cuisine sombre, couverte de poussière. On entendit un rire démoniaque. À notre passage, les casseroles et les poêles, accrochés au mur, se mirent à s'entrechoquer dans un vacarme épouvantable. Ensuite, la porte du four s'ouvrit et se referma toute seule. La bouilloire siffla sur la cuisinière. Les assiettes s'agitèrent sur le vaisselier, comme si quelqu'un secouait le meuble. « Bon, ça me donne la chair de poule, chuchotai-je. »« Tu parles. Des frissons comme ça, j'en ai tous les jours, » répliqua Martin, sarcastique. « Ce que je m'ennuie, » ajouta-t-il en croisant les bras. « Arrête de jouer les troubles-fêtes, Martin. »« Excuse-moi. » Le train quitta la cuisine et pénétra dans un couloir encore plus sombre. On distinguait des peintures représentant d'horribles créatures accrochées au mur. Tandis que nous longions la porte d'un placard, elle s'ouvrit et un squelette en sortit en poussant un cri aigu. Il avait la mâchoire ouverte et les bras tendus comme pour nous attraper. Naturellement, je hurlai de peur. Et Martin,
éclata de rire. Puis le squelette regagna son placard aussi vite qu'il en était sorti, ni vu ni connu. Le train avançait toujours. Il pénétra dans une grande pièce ronde. « C'est le salon !» glissai-je à l'oreille de Martin. Levant les yeux, je vis un lustre au-dessus de nos têtes, avec une douzaine de bougies allumées. Le train s'arrêta juste en dessous. Alors le lustre se mit à trembler, puis, avec un sifflement lugubre, toutes les bougies s'éteignirent en même temps. Silence. La pièce était plongée dans l'obscurité la plus totale. Soudain, un rire grave éclata dans les ténèbres, me faisant tressaillir. « Bienvenue dans mon humble maison !» tonna une voix d'outre-tombe. « Qui est-ce » demandai-je tout bas à Martin. « D'où vient cette voix ?» Pas de réponse. Je me tournai de son côté. « Martin ?» Il avait disparu. « Martin ?» La gorge serrée, je scrutais l'obscurité. Où était-il passé ? Il savait pourtant que nous n'avions pas le droit de sortir du train. Est-ce qu'il était quand même descendu ? Non, pensai-je, je l'aurais entendu. « Martin !» Quelqu'un m'attrapa le bras et aussitôt j'entendis un petit rire, celui de Martin. « Où es-tu » m'écriai-je. « Je ne te vois pas. »« Moi non plus, mais je n'ai pas bougé, je suis toujours assis à côté de toi. »« Hein ?» Je tendis la main et sentis la manche de sa chemise. « Ça commence à être bien, » déclara Martin. « Tu ne peux vraiment pas me voir ?»« Non, je ne comprends pas. Il y a un truc avec l'éclairage. C'est de la lumière noire ou quelque chose de ce genre. Un effet spécial super génial. » Soudain, une lumière orange, éclatante, embrasa la pièce. Un feu s'était allumé tout seul dans la cheminée. Devant, un grand fauteuil noir se retourna brusquement. Il contenait un squelette grimaçant qui faisait bouger ses mâchoires. « J'espère que vous aimez ma maison, » déclara-t-il d'une voix tonitruante. « parce que vous n'en partirez jamais. » Il rejeta la tête en arrière et ricana de plus belle. Quel rire affreux! À mon grand soulagement, le train repartit dans un bruit fracassant. Laissant le salon derrière nous, nous pénétrâmes dans un long couloir. Le rire du squelette nous poursuivait toujours. Le train prit de la vitesse et je retombai sur mon siège, tandis que nous nous engagions dans un tournant. Ensuite, nous empruntâmes un autre couloir qui descendait on ne sait où. Nous étions dans l'obscurité. Le train accéléra. Plus vite, plus vite. Pourtant, nous grimpions maintenant. J'avais le vertige, mais ce n'était rien en comparaison de ce qui allait suivre. Soudain, le train sembla glisser sur une pente tellement raide que Martin et moi, nous nous mîmes à crier en nous protégeant de nos bras. Cette fois, il n'y avait pas de doute. Nous allions nous écraser. Eh bien, pas du tout. Le train s'enroula comme un serpent sur lui-même et ondula pour monter à l'assaut d'une mystérieuse colline. Toujours plus vite. Et puis, de nouveau, il redescendit à une vitesse infernale. C'étaient des montagnes russes dans une totale obscurité. C'était génial. Martin et moi n'arrêtions pas de crier et de nous cogner l'un contre l'autre, tandis que le train filait à toute vitesse dans les couloirs obscurs de l'horrible maison hantée. Nous montions encore. Et puis, nous redescendions comme si nous tombions dans un puits sans fin. Je m'accrochais tellement fort au montant du wagonnet que j'en avais mal aux mains. J'avais peur d'être éjecté. Soudain, notre voiture pencha brusquement d'un côté, comme si elle devinait mes pensées et voulait effectivement m'éjecter. Je poussai un cri perçant et glissai, sentant le métal de la portière contre mon bras, et Martin qui tombait lui aussi sur moi. Je tendis la main pour m'accrocher à quelque chose, n'importe quoi. À ce moment-là, le wagonnet bouscula et se remit en place. Je me retrouvai de nouveau droite sur mon siège. « C'était complètement géant !» s'écria Martin, en riant. Toujours agrippé à la portière, j'essayais de calmer les battements de mon cœur. « Géant, géant ! Moi je commence à avoir mon compte, maugréai-je. J'ai failli tomber. » À cet instant, une porte s'ouvrit devant nous, et le train s'y engagea. Nous étions dehors. Les yeux écarquillés de surprise, je regardais les arbres, le ciel gris et brumeux. Mais déjà nous filions dans la cour, projetés de ci, de là, au gré des chaos. Nous zigzaguions à toute allure entre les arbres. « Ouh, arrêtez !» suppliai-je d'une voix étranglée. Je n'arrivais pas à reprendre mon souffle. Notre vitesse était telle que le vent nous sifflait aux oreilles. Le train roulait avec des crissements stridents, comme si les rails étaient rouillés et cabossés. Que se passait-il ? Ce circuit était tout neuf, normalement. J'avais beau m'accrocher, il y avait tellement de chaos que je rebondissais sur mon siège.
Qui pourrait nous porter secours, pensai-je en scrutant les alentours. Je ne voyais personne. Je me tournai vers Martin. Il paraissait hébété. Le train ralentit jusqu'à atteindre une vitesse normale. En même temps, je m'aperçus que nous avions regagné la route. « C'était super !» déclara Martin en se recoiffant avec ses doigts. Il souriait, mais je savais qu'il avait eu peur, lui aussi. « Ouais, génial !» J'essayais de paraître enthousiaste, mais ma voix sortit, toute faible et tremblante. « Des montagnes russes dans la nuit !» s'exclama Martin, émerveillé. « Je dirai à ton père que c'est ce qu'il y avait de mieux. » « Mais où sommes-nous » Le train ralentit encore, puis s'arrêta. Bizarre. Nous étions immobilisés entre deux haies, dont la cime ressemblait à une série de lances effilées. Au-dessus de nous, le soleil tentait de percer le brouillard, projetant l'ombre des arbustes sur les wagonnets. Martin se leva et observa les alentours. « Nous sommes au beau milieu de nulle part. Il n'y a sûrement pas d'attraction ici. Tu ne crois pas que... » Je m'interrompis en voyant la haie bouger. On aurait dit que les branchages se tortillaient. « Martin, murmurai-je en le tirant par la manche. Il y avait 2 cercles rouges derrière la haie. Des yeux. « Martin, il y a quelqu'un !» 2 nouveaux yeux de braise, puis d'autres. Ils nous fixaient à travers la haie. Soudain, des griffes noires écartèrent le feuillage. Une silhouette sombre bondit en avant, aussitôt suivie d'une autre. L'air résonnait de grognements sauvages. Je restais cloué sur place. En un éclair, d'horribles créatures surgirent de l'épaisseur de la haie, en soufflant des naseaux comme des dragons. Elles s'avancèrent et grimpèrent dans le train. « Oh !» gémit Martin en reculant. « Peut-être pourrais-je m'échapper en descendant de l'autre côté de la voiture, me dis-je. Mais les créatures arrivaient de tous les côtés. « Laissez-nous tranquilles, les suppliai-je. » Un monstre, couvert d'une fourrure brune tout emmêlée, ouvrit sa gueule, découvrant de longues rangées de dents jaunes et pointues, et son haleine chaude m'explosa à la figure. Pétrifié, je l'entendis émettre un rugissement menaçant. « Voulez-vous un autographe » demanda-t-il. Je le regardais sans comprendre. « Une photo dédicacée peut-être » insista-t-il en levant sa patte. Il tenait un appareil Polaroid. Le flash m'aveugla un instant. « Hé, c'est vous, face de singe, je vous reconnais » s'écria Martin. La créature hocha la tête, puis tendit la photo à Martin. « Vous la voulez ? C'est compris dans le circuit. »« Ouais, super » répliqua Martin. Maintenant que mon cœur battait de nouveau normalement, je commençais à identifier les créatures. La créature recouverte de vases rouge-brun, c'était le Barbaro toxique. Il y avait aussi Sue, la sucrée, la poupée qui marche et qui parle. C'est une mutante de Mars qui ne songe qu'à assassiner tout le monde. Le monstre avec une tête de grenouille et recouvert de verrues de la tête aux pieds était le chef des affreux, plus connu sous le nom de Toto Crapoto. « Toto, puis-je avoir votre autographe » demandai-je timidement. Avec des coassements hideux, le chef des affreux glissa un stylo entre ses doigts couverts de verrues et signa sa photo. Martin et moi récoltâmes un gros tas d'autographes. Puis les créatures retournèrent en grognant dans la haie. Après leur départ, Martin et moi éclatâmes de rire. « C'était vraiment stupide » m'écriai-je soulagé. « Quand je les ai vus arriver, j'ai cru que c'était des vaches. Enfin, c'est tout de même sympa d'avoir leur signature. » Martin prit un air dégoûté. « Tu parles, c'était rien que des comédiens déguisés » déclara-t-il d'un ton méprisant. « Ce circuit est nul. Même à la maternelle, ils n'en voudraient pas. » Mais enfin, ils avaient l'air vrais. Toto Crapoto, par exemple, il avait réellement les mains visqueuses. Et la fourrure de face de singe semblait tout à fait réelle. Si c'était des costumes, comment ont-ils pu les mettre ? Je n'ai vu ni bouton, ni fermeture éclair. Parce que ce sont des déguisements de film, expliqua Martin d'un ton sentencieux. Ils sont mieux faits que les déguisements normaux, tout simplement. Ah, celui-là quand il fait son monsieur je sais tout. Le train se remit en route, mais à reculons cette fois. Je m'installai confortablement dans mon siège et aperçus les bâtiments blancs du studio. Nous étions tout en bas de la colline. Et s'il tournait un film, me demandai-je, peut-être que le train nous emmène sur le plateau pour assister aux différentes prises de vue. Ce serait fantastique. 2 petites voitures électriques circulaient sur la route. Dans le ciel, le soleil s'efforçait toujours de percer le brouillard. Soudain, le train s'élança sur l'herbe, grimpant la colline comme s'il avait le diable à ses trousses. Il prit un tournant serré et se dirigea vers les arbres.
Restez dans la voiture en toutes circonstances, déclara soudain une voix féminine dans le haut-parleur. Votre prochain arrêt sera la caverne des mouches à touilles froides. Ouais, génial, voilà qui nous fera frissonner pour de bon, s'exclama Martin. Sûrement, renchéris-je sans enthousiasme. Je ne croyais pas si bien dire. Le train zigzaga entre les arbres. Leur ombre nous suivait comme des fantômes. Si seulement il y avait d'autres enfants, accompagnés de leurs parents, me dis-je, ce serait beaucoup moins effrayant. Ce silence accroissait mon anxiété. Regarde, s'exclama Martin en m'attrapant le bras. Nous foncions à toute allure vers une caverne, droit devant nous, la fameuse caverne des mouchatouilles froides. Le train ralentit en approchant de la grotte, un immense trou creusé dans le flanc de la colline. Une lumière argentée tremblotante éclairait l'entrée au-dessus de laquelle il y avait un mot grossièrement peint en rouge. Adieu. Le train fit une embardée, comme s'il avait des regrets. Je ne me sentais pas très fier non plus. Les doigts crispés sur le montant de la voiture, je restais muette, tandis que nous pénétrions dans la caverne. L'air devint tout de suite plus froid et humide. Une odeur aigre montait de la terre, me raclant la gorge. « Dis, Irène, chuchota Martin, tu crois qu'il y a des chauves-souris par ici ?» Il rejeta la tête en arrière et ricana, très content de lui. Il sait que je déteste ces bêtes-là. Bien sûr, ce ne sont pas des animaux dangereux, elles ne mangent que les moustiques et autres insectes. Mais pour tout vous avouer, je trouve ces animaux laids et dégoûtants. Le train s'enfonça dans la caverne, il faisait de plus en plus froid. « Oh, là-bas !» s'écria Martin. « Un vampire !»« Hein ? Où ça ?» Bien sûr, c'était encore une farce idiote. Martin rit comme un fou en me voyant trembler. Je lui donnai un grand coup de poing dans l'épaule. « Tu n'es pas drôle, tu es complètement stupide. » Ça la fait rire encore plus fort. « Je suis sûr qu'il y a des chauves-souris dans cette caverne, insista-t-il. Elle est sombre et profonde, idéale pour ces petites bêtes-là. Depuis, elles font partie des mouchatouilles, non ? Et s'il avait raison ? Je tendis l'oreille, guettant des bruits d'ailes, mais je n'entendis rien que le train glissant sur les rails. Les murs de la caverne se rapprochaient de plus en plus, comme s'ils allaient se refermer sur nous. Nous effleurions la paroi poussiéreuse à présent, et il faisait vraiment noir. Au bout d'une longue pente, la lumière revint, argentée et lugubre. Elle éclairait une rangée de pics de glace suspendus au plafond, des stalactites. Je jugeais utile de baisser la tête tandis que le train passait en dessous. De près, il ressemblait à des défenses d'éléphants, transparentes et aiguisées comme des poignards. Je décidai de regarder droit devant moi. La caverne s'élargissait, de grandes ombres se déplaçaient en dansant sur les murs. « Oh !» Je gémis en sentant quelque chose de froid et de visqueux me tomber dans le cou. « Martin, ôte tes mains froides de mon cou. »« Qui ? Moi ?» Je me tournai vers lui. Il ne me touchait pas. Ses deux mains tenaient le devant de la voiture. Alors qu'est-ce qui m'était tombé dans le cou ? C'était glacé, mouillé et répugnant. Je tremblais de tout mon corps. « Martin, au secours !» Il me regarda d'un air étonné. « Qu'est-ce qui te prend, Irène ? Là, sur mon cou !» En sentant la chose bouger, je décidai de ne pas attendre l'aide de Martin. Je glissai la main sur mon t-shirt et retirai quelque chose de gluant et de froid, que je lâchai aussitôt. La chose tomba sur le siège. Un escargot dans une coquille noire et rose bonbon. Un énorme escargot tout baveux. « Burk !» s'exclama Martin en se penchant pour l'examiner. Je n'ai jamais vu un escargot si gros, ni de cette couleur. Il est tombé du plafond, il est glacé. Laisse-moi le toucher. Il leva la main et tendit son index vers l'escargot. Comme celui-ci demeurait immobile, Martin enfonça son doigt dans la coquille. Elle semblait toute molle. Soudain, Martin poussa un cri d'horreur qui retentit dans toute la caverne. « Qu'a-t-il, Martin » m'exclamai-je terrorisé. « Je... Il n'arrivait plus à parler et les yeux lui sortaient de la tête. Lentement, il leva la main et attrapa un escargot gluant sur ses cheveux. « J'en ai un aussi » murmura-t-il. Je regardai le mollusque avec une grimace de dégoût. Il était presque aussi grand que sa main. Martin le jeta par-dessus bord et j'en fis autant avec le mien. Puis je sentis quelque chose me tomber sur l'épaule. Quelque chose de mou et d'humide. Sur ma tête. Sur mon front. Oh ! Au secours ! Je lançai mes bras de tous les côtés pour me protéger. Rien à faire. Il fallait que je les attrape par poignées pour m'en débarrasser.
Martin, à l'aide! Je jetai un coup d'œil de son côté, mais lui aussi était aux prises avec ces sales bestioles. Il se tortillait et baissait la tête de droite à gauche dans l'espoir d'échapper à la pluie de limaçons. Il en avait sur les épaules, sur les oreilles. Pourquoi le train n'avançait-il pas plus vite? Nous roulions à une vitesse d'escargot. D'où venaient ces drôles de mollusques? Je levai les yeux, machinalement, et une grosse limace me tomba sur les paupières. Je poussai un cri perçant, attrapai la bestiole et la lançai au loin. J'en avais vraiment assez de ces créatures répugnantes. À cet instant, le train prit un tournant serré, nous faisant basculer sur notre siège. La caverne se rétrécit de nouveau et le train pénétra dans un tunnel baigné d'une lumière glauque. Comme nous prenions de la vitesse, deux énormes escargots, gros comme des lapins, atterrirent sur mes genoux. J'eus un mal fou à m'en débarrasser. Ils glissaient et mes doigts s'enfonçaient dans leur carapace, molle et rose. Tout mon corps me démangeait, ma nuque me piquait et je ne pouvais pas m'arrêter de trembler. « Il n'en tombe plus », constata Martin d'une voix peu assurée. Je me frottai la nuque et me redressai sur mon siège en soupirant. « Burk, c'est vraiment répugnant », gémis-je. Martin se grattait la poitrine des deux mains. « On se souviendra des mouchatouilles froides », râla Martin. « Je suis gelé et j'ai horreur de ce genre de guili-guili. » Je frissonnais. Ça me démangeait toujours. J'avais beau savoir qu'il ne tombait plus de bestioles, je continuais à les sentir sur moi. « Tu crois que c'était des vrais ?» demandai-je en claquant des dents. « Bien sûr que non, répondit Martin, hautain. Ne me dis pas que tu y as cru. Des escargots roses bonbons, en plastique mou. Pfff. À moi, elles me semblaient tout à fait réelles, et ils avaient une façon de ramper. C'était des jouets télécommandés ou un truc de ce genre, répliqua Martin en se grattant le cou. Tout est truqué ici, alors ils étaient forcément faux. Je n'en suis pas si sûr. Tu n'auras qu'à demander à ton père, répliqua Martin. Il paraissait tellement maussade que ça me donna envie de rire. Je savais bien pourquoi il était soudain de si mauvaise humeur. Les escargots, vrais ou faux, lui avaient fait peur, et il savait que je le savais. Les petits enfants ne vont pas aimer ce genre de mouchatouille, déclara-t-il d'un air important. Ça leur fera vraiment trop peur. J'allais répondre quand je sentis quelque chose me tomber dessus. Je me figeai de surprise. Encore? Cette fois c'était sec et rêche. Ça recouvrait mon visage, mes épaules, mon corps tout entier. Je lançai mes mains en avant pour repousser la chose. On aurait dit un filet très fin, très solide, et en même temps cassant comme de la glace. Je clignai des yeux. Neigeait-il? Non, la neige ne m'aurait pas enveloppé comme ça. C'était comme si une force invisible voulait m'étouffer. Je tentais désespérément de m'en défaire. « Martin !» J'avais crié, mais à travers les mailles froides, ma voix n'était plus qu'un murmure. Et Martin se débattait aussi, prisonnier du même filet. Le train accélérait dans le tunnel. Au fur et à mesure que nous laissions la lumière derrière nous, la fine membrane devenait collante sous mes doigts. On aurait dit de la barbe à papa, mais solide comme du fil de fer. « C'est une toile d'araignée géante !» glapit Martin. Je me débattais en tirant dans tous les sens. Peine perdue, les fils transparents adhéraient à mon visage, à mes bras, à mes vêtements. « C'est dégoûtant !» m'écriai-je d'une voix étranglée. Soudain, je vis deux gros points verts phosphorescents courir sur la toile. Il me fallut 2 secondes pour comprendre ce que c'était. Des yeux d'araignée. Oh! Il y en avait des centaines. J'étais horrifié, je tirai avec énergie sur les mailles. En vain. Je parvins à ôter quelques araignées, mais elles étaient trop nombreuses. Elles couraient sur moi comme de gros pucerons aux pattes glacées. « J'en ai dans les cheveux !» gémit Martin. Il en oubliait de paraître indifférent. Monsieur, je n'ai peur de rien. Il passait ses mains dans les cheveux, se donnait des claques sur la tête pour se débarrasser des insectes. Pendant ce temps, le train continuait d'avancer en silence. Quel spectacle nous devions offrir à nous trémousser et à nous tortiller, ficelés comme des saucissons. Ce n'était pas facile dans ces conditions d'ôter les araignées. J'en enlevai quand même 3 de mes cheveux, au prix d'efforts insensés. Il y en avait une qui commençait à me chatouiller les narines. Celle-là, je n'eus aucun mal à m'en délivrer. J'éternuais, tout simplement. Martin réussit à libérer une de ses mains et déchira ma toile en tirant de toutes ses forces. Ouf! Elle s'envola dans le tunnel, emportant des centaines d'araignées brillantes comme des lucioles. À mon tour, je délivrai Martin. Nous étions incapables de prononcer la moindre parole. Mon cœur battait à tout rompre. « Tu crois toujours que tout est faux ?» demandai-je, enfin d'une voix tremblante.
Tu as vu leurs pattes? Elles marchaient, Martin. Je suis certaine qu'elles étaient vraies. Tu parles d'un truc, des robots vivants, murmura-t-il en souriant d'un air béat. Ça alors, c'est super mouchatouille. Je soupirai longuement. Je ne trouvais pas ça génial du tout. C'était répugnant et terrifiant. Je décidai de dire à mon père que les escargots et les araignées étaient trop effrayantes. Il faudrait absolument qu'il s'en débarrasse avant d'ouvrir le circuit au public. Tout le monde n'avait pas notre expérience des monstres des dents qui claquent. Je croisai les bras et regardais droit devant moi, morose. Qu'est-ce qui nous attendait encore? Pourvu qu'il n'y ait plus d'insectes dégoûtants. Quand va-t-on sortir de cette caverne? Demandai-je avec impatience. Ce n'est vraiment pas drôle. Moi je trouve que si, j'adore explorer les grottes. Il allait être comblé. L'étroit tunnel s'ouvrit bientôt largement. Le plafond paraissait à plus de 10 mètres. Il y avait d'énormes rochers éparpillés sur le sol, des rochers amassés sur d'autres rochers, partout. Bizarre, de tels blocs n'avaient pas pu se détacher tout seuls de la paroi. Soudain, j'entendis de l'eau tomber. Le train roula lentement jusqu'au mur du fond, dans une lumière verdâtre venue d'on ne sait où. Puis, il s'arrêta. Étions-nous arrivés au terme du circuit? Qu'est-ce qui se passe? Murmurai-je en me retournant pour explorer des yeux l'immense caverne. Il n'y avait que des rochers à perte de vue. Certains étaient lisses, d'autres ronds, d'autres carrés. Drôle d'attraction. Là, papa n'avait pas été inspiré. De l'eau tombait goutte à goutte quelque part sur notre droite. Je frissonnais. Il faisait froid et humide. « Ce n'est pas marrant ici, dit Martin. Quand est-ce qu'on s'en va? Ce n'est qu'une grande grotte vide, ajoutai-je. Le terminus sans doute. On n'a plus qu'à attendre que le train se remette en marche. Tu sais, il y a des horaires à respecter. 1 minute s'écoula. 2, 3, 5. Au bout de 10 minutes, je commençai à perdre patience. Martin était agenouillé sur son siège, scrutant l'immense salle vide. Rien ne bougeait. Les murs de pierre renvoyaient le bruit de l'eau. Ce que ça pouvait être énervant. N'y tenant plus, je mis mes mains en porte-voix et criai. « Ohé, il y a quelqu'un? Vous nous entendez? Tendez, tendez, tendez. » fit l'écho. « S'il vous plaît, repris-je, nous sommes coincés au fond de la grotte. Grotte, grotte, grotte. » Je plissai les yeux pour mieux scruter la caverne. Cette lumière glauque était vraiment pénible. Je me promis de dire à papa de changer les néons. Et pourquoi ce maudit train ne bougeait-il pas? Était-il en panne? Étions-nous vraiment coincés dans ce trou? Je me tournai vers Martin. Que se passe-t-il? Tu crois que nous... Eh! Je m'interrompis en voyant le siège vide à côté de moi. Était-ce encore un truc? Une illusion d'optique? Martin! Martin! Appelai-je d'une voix rauque, en tendant les bras. Je ne rencontrais que le vide. Un frisson glacé me parcourut le dos. Cette fois, Martin avait vraiment disparu.